Bon matin à vous tous. J'espère que vous allez bien de votre côté. On est mardi le 15 décembre 2020. On est tout proche de la fin d'année. Et juste avant de débuter la conférence, comme je fais chaque jour pour laisser le temps aux gens de rentrer, qu'est-ce que j'en profite? J'en profite de vous parler un petit peu qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours avec Imo Facile. On a demain soir, on a devenir libre financièrement, c'est que c'est à 19 heures, c'est le 16 décembre, et ça va vous permettre de savoir un peu c'est quoi vous pouvez faire en immobilier. Vous vous dites, en 2021, je veux me lancer, mais c'est quoi je peux faire exactement en immobilier? Fait qu'on a une belle formation de 3 heures, c'est en virtuel comme de raison. Et en janvier, oubliez pas le programme de coaching double débute en janvier. Ça va être le samedi 30 janvier et on a un autre groupe qui débute en février. Fait que si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez appeler directement au bureau. Et ce soir, on a une soirée spéciale. C'est la soirée juste avant Noël. Et on va parler de plusieurs sujets. Un des sujets, entre autres, qu'on va parler ce soir, vous pouvez le faire même si vous n'êtes pas un expert. J'ai une conférence pour vous montrer que même si tu n'es pas un expert dans bien des choses de la vie, tu es capable de le faire, tu es capable de passer à l'action. Et on va avoir 2 femmes en immobilier qui ont fait un super projet et ils vont venir nous expliquer leur projet avec Nadia et Nadine. Et on va avoir quelqu'un qui va nous parler du marché chinois. On a beaucoup, le marché asiatique, on a beaucoup entendu parler dans les médias que le marché chinois s'était rendu fou, il achète tous les immeubles, etc. Ben, on va aller voir si c'est vrai. On a une courtière immobilière spécialisée dans le marché chinois qui va être avec nous ce soir. Comment qu'on fonctionne ce soir? C'est qu'à 19 heures, on a la soirée de conférence. Et c'est sur le groupe Facebook Immopreneur. C'est gratuit. Vous pouvez assister directement. Et à 18 heures, vous allez avoir des liens dans le groupe Facebook et vous avez des salles de réseautage. Fait que ceux-là qui veulent venir réseauter, jaser avec moi, entre 6 heures et 7 heures, on jase d'un peu de tout, on se présente, qui qu'on est, qu'est-ce qu'on cherche exactement. Fait que c'est ça qu'il faut regarder pour la soirée de ce soir. Fait que sans plus tarder, allons avec notre conférencière aujourd'hui qui s'appelle Solange Lévesque et de la compagnie Envira de Québec. Et elle est microbiologiste. C'est la première fois que je reçois une microbiologiste à l'antenne Imo Facile de Facebook Imo Facile. Et bonjour Solange, ça va bien? Bonjour, ben oui, ça va bien, toi? Ben oui, ça va très bien. Qui es-tu en premier? D'où tu viens? Tu t'as fait quoi comme formation? Explique-nous un petit peu d'où tu viens. Ben moi, je viens de Rimouski, puis j'ai étudié en microbiologie. Donc, quand j'ai terminé mes études en microbiologie, je voulais pas nécessairement faire du laboratoire. Puis, j'ai eu comme premier emploi un emploi chez Air Max Environnement qui faisait vraiment de l'expertise au niveau de la qualité d'air. Okay. Puis, principalement, on a développé, c'était une petite entreprise, je suis devenue copropriétaire, puis on a développé l'expertise au niveau principalement des moisissures, mais par la suite dans tous les contaminants. Donc, tous les contaminants du bâtiment, autant l'amiante, les composés volatiles, les poussières, en fait, tout ce qui va affecter la qualité d'air d'un bâtiment, on est en mesure de le vérifier, puis de comparer avec les normes, puis établir. Donc, mais attends un petit peu, j'ai une question pour toi. Là. Est-ce que c'est une passion de jouer des bébites, des bactéries, puis dans ces choses-là, ou c'est, je sais pas, mon père était là-dedans, puis on a décidé d'aller là-dedans? Parle-moi de ça. Ben, moi, ça m'a toujours fasciné, le vivant, là, de voir... je me rappelle que ma mère, elle me disait, ah, touche pas à ça, il y a des microbes, puis tout ça. Puis là, je disais, ah, mais c'est quoi des microbes? Puis tout. Donc, moi, le côté, c'est ça, là, invisible, mais de vouloir toujours trouver la cause. Là. Donc, au bac, là, ça m'a bien servi. Là, j'ai pu apprendre un peu les virus, les bactéries, les moisissures. En fait, les micro-organismes, c'est très, très vaste. Là, donc, ça l'a permis d'attirer ma curiosité. OK, parfait. Est-ce que microbiologiste, c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans d'université, c'est quoi? C'est 3 ans d'université en microbiologie. Donc, c'est vraiment, le bac est vraiment
très varié. Donc, on voit un peu, là, il y a la microbiologie du bâtiment, il y a le pharmaceutique, il y a le médical, l'alimentaire. Donc, Mettons qu'on va faire des scénarios aujourd'hui, OK, pour aider les gens à bien comprendre la microbiologie et dans quoi ça peut servir. Mettons là, je m'achète un flip, OK? Puis il y a eu de la moisissure dans le sous-sol. Est-ce que tu recommandes de faire des tests d'air ou simplement enlever la moisissure? en fait, c'est les tests d'air pour acheter un bâtiment, ça va être complémentaire à l'inspection. Donc, c'est important parce qu'on peut avoir des sources qui sont cachées. Donc, si par exemple, il y a de la moisissure sur une surface, premièrement, nous, quand on fait un test d'air, c'est important de distinguer les tests d'air et il faut qu'il y ait une inspection avec. Là. Donc, on ne peut pas juste faire un test d'air sans faire d'inspection parce que, justement, il faut savoir d'où ça vient. Si on trouve de la moisissure dans l'air, mais qu'on n'a pas regardé un peu les lieux pour voir est-ce qu'il y a de l'humidité, est-ce qu'il y a des matériaux détériorés, tout ça, ça ne va pas donner d'informations de plus. Oui, mais ça veut dire, est-ce que tu es capable d'avoir le test d'air live? Non? Tu dois l'amener en laboratoire? Oui, c'est ça exactement. Donc, on apporte les échantillons au laboratoire. Il y a différents types de tests, donc ça peut aller de 24 heures à 2 semaines, là, dépendant de ce qu'on a besoin. Okay. Justement, dans les flips, là, dans les achats, souvent, il y a des tests, les gens vont miser sur les tests plus rapides, mais on a toujours la portion inspection, donc on va vérifier s'il y a des matériaux qui sont vraiment détériorés. Puis, souvent, c'est que le test d'air va donner un petit plus, comme si mettons qu'on sait qu'il y a une pièce qui est contaminée, mais est-ce que c'est récent? On ne peut pas dater au complet, mais par exemple, est-ce que c'est juste cette pièce-là qui est contaminée ou est-ce qu'il y a d'autres choses cachées à quelque part? Donc, le test d'air va apporter des informations de plus là, à ce sujet-là. Parle-moi donc un peu comment on fait ça. Ça fait que tu te promènes avec j'imagine que c'est ça, là, tu te promènes avec un pot maçon, tu te promènes, puis là, tout d'un coup, tu visses le bouchon, puis tu as ton test d'air. Ça ne doit pas être de même que ça marche. Ça prendrait beaucoup de pots maçons. On a des appareils. Il y a des appareils à lecture directe. Quand on mesure la qualité d'air, il va y avoir plusieurs paramètres. On va vérifier pour la ventilation, le niveau de CO2, l'humidité, température, puis les moisissures, puis la poussière, puis plein d'autres contaminants. Mais par exemple, pour les moisissures, ça va être vraiment une petite cassette qu'on va aspirer l'air. C'est comme un filtre. Donc, le filtre va récolter les micro-organismes ou, mettons, les poussières, dépendant de ce qu'on cherche. Okay. Chaque paramètre qu'on va rechercher dans l'air va avoir sa méthode d'échantillonnage. Donc, il faut savoir un peu qu'est-ce qu'on cherche, puis être en mesure de faire le test. Puis, par la suite, ça va être observé au microscope. Là. Donc, on va pouvoir regarder les différents spores. Quand on regarde la moisissure au microscope, on dirait un champ de fleurs, si on peut dire. Donc, pour identifier les moisissures, ça va être de regarder la forme de la fleur, de la tige. C'est la même chose pour les moisissures. Donc, c'est vraiment une observation au microscope. Là. Donc, c'est pas quand j'ai commencé ma carrière au laboratoire. J'ai fait quelques années là, directement dans le labo. Puis, c'est quand même bien intéressant. Excellent. Puis, mettons fait que là, ça, c'est le cas du flip. Est-ce que ça veut dire que tantôt, tu as parlé dans les pièces qu'il y a de la moisissure? Tu fais-tu plusieurs tests dans chacune des chambres, chacune des salles de bain, des pièces, ou c'est un test global, puis tu te promènes la grandeur de la maison, tu essaies de trouver des spores? Ce qu'on fait habituellement, par exemple, si c'est un flip ou n'importe quel achat de maison, ou de bâtiment, on va regarder, premièrement, on va on va vérifier l'humidité dans toutes les pièces, donc tous les matériaux. On va regarder s'il y a des taches. S'il y a des taches sur les matériaux, on va identifier. On va prendre un prélèvement, là, donc c'est vraiment un bout de scotch tape qu'on va coller sur la tâche. Puis ça, c'est regarder au microscope pour identifier est-ce que c'est vraiment de la moisissure, puis quelle sorte de moisissure que c'est. Puis par la suite, on va, avec ce qu'on va observer, dans le fond, le chargé de projet sur place, on va choisir, d'habitude, c'est autour de 2 endroits par étage qu'on va faire le test d'air en complément. Donc, on va choisir des endroits ciblés. Des fois, on peut en faire plus ou moins, mais habituellement, ce n'est pas trop nécessaire d'en faire plus que 2. Par contre, il ne faut pas en faire juste un parce que ce qui arrive, c'est que si on fait juste un test, si tout est beau, on va dire c'est beau, tout est beau, mais d'un autre côté, peut-être qu'ailleurs, dans une autre pièce, il y aurait eu quelque chose. Là.
OK, puis t'en fais 2 tests. Parfait. Là, on parle de flip. On parle de multi-logement. Mettons que j'achète un 6 logements. Est-ce qu'il y a des gens qui font des tests d'air pour des 6 logements ou pas du tout? Ou t'attends d'avoir des problèmes pour les faire? Bien, moi, j'en fais souvent là, dans le pré-achat. Donc, c'est souvent, les gens nous appellent après qu'il y a eu l'inspecteur. Dans le fond, quand l'inspecteur en bâtiment va trouver des moisissures, bien là, ils vont nous appeler pour qu'on fasse un complément d'analyse, là, donc pour vérifier pour la qualité de l'air. Par contre, on a certains clients récurrents qui vont acheter des bâtiments puis qu'on va passer avant là, pour faire une vérification additionnelle là, à ce niveau-là. Donc, des fois, on peut passer, c'est sûr que des fois, tout est bien beau, mais qu'il peut y avoir des surprises là, au niveau des tests. OK. On a beaucoup de gens qui sont en train de rentrer. Bonjour Eric. Bonjour Donald Masson. Comment ça va? Allô Justin, en direct d'Edmonton. Bravo. Il doit faire froid dans ton coin. Nick qui vient de rentrer. Shérif aussi. On a Salim qui demande le test d'air, est-ce que ça fait partie de la phase 1 environnementale? Ça peut faire partie de la phase 1. Habituellement, dans une phase 1, il va y avoir, en plus des tests de sol, on peut faire de la caractérisation par exemple, ça on pourra en parler tantôt là, pour l'amiante, mais c'est justement, le test d'air peut être un bon élément pour débuter le processus d'achat. Lorsque tu fais les tests, est-ce que les propriétaires ou les acheteurs ont le droit de t'accompagner ou tu rentres dans la maison puis il faut que les portes aient été fermées ou comment ça fonctionne? Il n'y a pas de problème pour être accompagné. C'est sûr qu'en période de COVID, là, on demande d'être accompagné dans la pièce d'à côté, non pas dans la pièce qu'on est en train de travailler. C'est sûr qu'on a des conditions qu'on demande avant de faire un test pour la qualité d'air. Par exemple, on va demander d'avoir les portes, les fenêtres fermées au moins 24 à 48 heures. La raison, c'est que c'est normal d'avoir certaines moisissures dehors. Ben, à ce temps-ci de l'année, on n'a pas du tout. Mais c'est qu'on ne veut pas, quand on vérifie la qualité d'air, on n'a pas le choix d'avoir, on ne veut pas avoir ce qui est dehors. Là. Donc, si, ouais, si tu veux vendre un bâtiment, c'est sûr que tu vas vouloir qu'on ventile et tout ça. Par contre, nous, on le demande, là, puis on fait signer comme quoi que c'était fermé au moins 24 à 48 heures avant. Puis aussi, c'est que certains, nous, on fait plusieurs tests, là, comme le niveau de CO2. Bien, le niveau de CO2, il va être, on va le voir là, si ça a été beaucoup ventilé avant. Là. Souvent, on va avoir des petits cachetiers là, qui disent oui, ça a été ventilé, mais que finalement, on a le même taux de CO2 que dehors, donc on voit que ça a été ventilé. Donc, on a, c'est important les conditions parce que, par exemple, même si on dit, ben, d'habitude, on ventile un bâtiment, ben, quand il va faire moins 25, tu ne le ventileras pas le bâtiment. Donc, on veut des conditions de pire cas pour être sûr qu'on détecte tout ce qu'il y a détecté. Puis, combien ça coûte un test d'air avec deux échantillonnages environ? C'est sûr que dépendant quel type de rapport et tout ça, ça peut être autour de 1 000 là, pour un test. Peut-être un peu moins si on n'a pas besoin. Par exemple, si tout est beau. Fait que moi, je pensais que ça partait à 300, 400. Fait que c'est beaucoup plus cher que ça, là. Oui, c'est ça. On peut souvent, mettons, autour de 500 il va y avoir, mettons, juste une inspection des lieux avec des prélèvements au besoin, avec un petit rapport. Mais, à peu près 500, ça part. Et là, ça peut monter tout dépendant des tests. Oui, c'est ça, à 1000. Oui, c'est ça, exactement. Dépendant des régions aussi, mais on couvre toute la province. Là. Excellent. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? C'est quoi les principaux éléments que les clients cherchent à vérifier quand ils font affaire avec toi? Là, je parle en microbiologie, là. Je parle pas de test environnemental, là. C'est quoi qu'ils cherchent à vérifier? Bien, en microbiologie, tout d'abord, la moisissure, ça c'est certain. Il va y avoir également tout ce qui est champignons. Comme on a beaucoup entendu parler là, des bâtiments qui ont été attaqués par la mérule pleureuse. Ouais. La mérule, ça, on est en mesure de la détecter, de vérifier si c'en est. Donc, quand les gens ils trouvent des matériaux détériorés par des champignons ou des structures qui sont louches, ben, ils nous appellent. Puis là, on va vérifier. On peut faire des vérifications en laboratoire pour voir si c'est de la mérule ou non.
puis on va établir un protocole de décontamination. Donc, des fois, ça peut être autant dans le pré-achat que si on découvre des choses après qu'on a acheté. La présence de champignons, ça, c'est beaucoup d'été. Oui, j'ai entendu la mérule pleureuse, on l'appelle aussi le cancer du bâtiment, là. Oui. Puis j'ai entendu dire que tu démolissais la bâtisse là-dessus. Est-ce que c'est tous les cas ou il y a des cas qu'on est capable de la sauver? Il y a des cas qu'on est capable de la sauver. Ce qu'il faut savoir avec la mérule, pourquoi on l'appelle le cancer du bâtiment, je vais vous donner un petit exemple, ça va peut-être juste vous le donner. Dans le fond, quand tu as de la moisissure sur un mur, ben, ça va se développer uniquement où il y a de l'humidité. Donc, si par exemple, il y a de l'humidité dans le bas du mur, ben, il va y avoir de la moisissure uniquement dans le bas du mur. Par contre, la mérule, c'est un champignon, donc ça a les racines, ça peut se propager vraiment loin, ça peut traîner les racines, là, par exemple, jusqu'au 2e étage. Puis, il y a la capacité que tant qu'il y a les racines dans l'eau, par exemple, il prend racine dans le sous-sol, puis il monte dans les murs, bien, il va être capable d'aller détériorer les murs. Dans le fond, il va aller prendre la cellulose, il va être capable d'apporter de l'humidité suffisamment pour faire dégrader les matériaux, même aux endroits où ce n'est pas humide. Donc, c'est vraiment, c'est ça la caractéristique. Puis, étant donné que les racines peuvent passer au travers du béton, pas du béton, mais au travers, par exemple, de la maçonnerie, puis tout ça, bien, souvent, il va y avoir des structures importantes qui vont être attaquées. Puis, souvent, c'est on voit dans des sous-sols de chalets ou dans oui. Donc, c'est souvent, ça peut être des maisons secondaires ou des petites maisons. Dans le fond, quand on parle de démolition, on a vu des cas de maisons qui sont très coûteuses, que là, c'est monté dans les murs, tout ça. Mais des fois, juste une petite contamination, si c'est un bâtiment qui ne vaut pas autant que la décontamination, ben, ils n'ont pas le choix de démolir. Donc, ça peut rapidement coûter plus que 100 000 pour décontaminer pour de la mérule. Donc, on peut voir que… L'importance de bien faire une inspection quand tu achètes, hein? Oui. Et qu'est-ce qu'on voit présentement avec la folie furieuse? J'entends parler qu'il y a des gens qui achètent des immeubles, ils font même pas d'inspection. Wow! Fait que si tu arrives avec un problème comme ça. Bon, il y a plein d'autres gens qui sont rentrés en ligne. Monsieur Pierre Papillon, prêteur privé de la région de Québec, comment ça va? Bonjour les amis, très pertinent cette conférence. Merci pour votre grande générosité. On a Monsieur François Nadeau, plombier. Comment ça va, François? Linda, courtier immobilier. J'en connais plusieurs aujourd'hui. Salim qui demande, en tant qu'experte, vous avez été sollicité auprès de la Cour pour des conflits entre acheteurs et vendeurs à ce jour? Oh oui, vraiment beaucoup. Nous, on fait beaucoup d'expertise légale. Ça fait 20 ans que je suis dans ce domaine-là. Donc, on préfère être là avant, trouver des problèmes avant que les gens achètent. Mais ça arrive vraiment souvent que les gens vont commencer à démolir, faire des travaux, puis qu'ils découvrent des aspects de la moisissure ou des champignons ou autres contaminants. Donc, on va aller témoigner en cours. C'est sûr qu'on ne peut pas dater la présence de moisissure. Par contre, les conditions de croissance, on peut voir un peu l'étendue. Puis, étant donné qu'on fait des protocoles pour décontaminer, mais les gens sont capables de chiffrer combien ça va coûter. Donc, on préfère être là avant pour que les gens puissent évaluer combien va leur coûter leurs travaux avant d'acheter le bâtiment pour être capable de négocier le prix d'achat. Mais on est capable aussi par la suite s'il arrive des conflits. Bon point. Qu'est-ce qu'il faut? J'ai une question pour toi. Mettons que est-ce que la moisissure, tu la vois tout le temps quand tu fais l'inspection? Ou des fois, elle est cachée, puis c'est ton test d'air qui va te la déterminer? Des fois, ça va être caché. Donc, souvent, par exemple, on voit des gens qui vont avoir fait des travaux un peu pas selon les règles de l'art. Si on a des moisissures, il ne faut pas construire par-dessus ou il faut trouver la source, il faut nettoyer, il faut enlever les matériaux. Donc, des fois, il va y avoir justement, s'il y a eu un bon nettoyage, mais que les matériaux n'ont pas été remplacés, on pourrait le détecter dans l'air ou qu'il soit pas, même s'il n'est pas visible. Ou si il y a au départ, il peut y avoir de l'humidité dans les murs, par exemple. On voit souvent la douche qui coule dans le mur, puis on ne s'en rend pas compte. Puis l'enfant est malade dans la chambre d'à côté. Mais là, on se rend compte que quand on fait les tests, que dans l'air ambiant, c'est pas bon. Puis les sortes de moisissures, il y a plusieurs sortes de moisissures, donc on est capable de détecter puis de dire, cette moisissure-là,
spécifique quand il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, peut-être de chercher les endroits où il y aurait eu de l'eau. Donc, on est surprise des fois. Puis même, on parlait de la mérule. La mérule pleureuse, elle a des spores qui sont, tu sais, quand on parle de spores, c'est comme des petites graines de plantes, là, qui sont assez caractéristiques. Donc, ça nous est arrivé, une fois, on a fait des tests parce que la personne était inquiète parce qu'elle avait un peu de moisissure sur ses cordes de fenêtre. Puis finalement, quand on a fait les tests d'air, on a trouvé beaucoup, beaucoup de spores de mérule pleureuse. Puis quand on a fait des recherches dans la cave, on a trouvé là, qui était caché à quelque part, puis ça montait dans les murs. Donc, on peut avoir des surprises comme ça là, qui sont détectées par les tests d'air. Puis quand on fait des travaux majeurs de rénovation d'un bâtiment ou qu'on veut changer la vocation, par exemple, d'un immeuble de commercial à résidentiel, c'est quoi les éléments qu'on doit absolument analyser avec la situation? Bien, c'est sûr que quand on a des travaux à faire, il faut s'assurer, selon l'âge du bâtiment, là, je sors un peu de la microbiologie, mais selon l'âge du bâtiment, ça va un peu avec. Les bâtiments qui sont plus que 1980 vont avoir souvent de l'amiante. Donc, si on a des travaux à faire, même si on s'inquiète de la moisissure, bien, pour faire les travaux requis pour enlever la moisissure, des fois, on va devoir travailler en conditions d'amiante parce qu'il va y avoir également des matériaux qui contiennent de l'amiante. Mais tu as dit avant 80 ou après 80? J'ai dit après. Je voulais dire avant 1980, évidemment. Okay, c'est bon. Tu m'as inquiété, là. Tout ce qui a été fait après 1980, c'est acheté à terre. Là. Non, c'est ça. Et parle-nous donc de l'amiante. À quel endroit qu'on retrouve l'amiante dans les bâtiments, soit résidentiels et ou commerciaux? L'amiante, elle va se retrouver dans beaucoup de matériaux, étant donné que c'est un super matériau qui était isolant et avec plein de bonnes propriétés. Donc, on en a souvent, ce qui va être le plus problématique, ça va être dans le plâtre, donc les murs en plâtre. Dans l'isolant, il peut y avoir, bon, il y a des isolants pour les calorifeuses, là, donc l'isolant autour des tuyaux, autour des fournaises. Il y a même des murs extérieurs, là, le clabard d'amiante. Ça, c'est sûr que plus on va dans des matériaux qui sont durs, dans le fond, la fibre d'amiante, quand elle est dans le matériau, il n'y a pas vraiment de problème parce qu'elle n'est pas bougée, elle n'est pas dans l'air. Mais aussitôt qu'on a des travaux à faire qui vont le démolir, ça, ben, ça peut être problématique. Donc, c'est pour ça que le plâtre est souvent le considéré comme le pire parce que ça génère beaucoup de poussière. Donc, on va travailler, il y a différents niveaux de risque pour l'amiante, donc avec différents niveaux de protection. Puis le risque maximal, c'est quand il y a beaucoup, beaucoup de poussière volatile. Puis justement, quand il faut faire des travaux avec du plâtre ou même de l'isolant, de vermiculite, il peut y avoir de l'amiante aussi. Oui. Donc, quand on a à enlever ça, c'est un risque élevé. Donc, un risque élevé, c'est des coûts élevés. Donc, c'est vraiment... ça prend des entrepreneurs qui sont spécialisés en amiante avec la douche, puis les tests d'air pendant travaux, après travaux. Donc, on s'embarque dans des gros travaux. Là. OK. Puis, l'amiante, est-ce que vous faites de la décontamination ou vous faites plus de la détection? On va détecter, puis on va accompagner le client s'il a besoin pour faire la décontamination. Mais on ne décontamine pas comme tel, mais on est capable d'accompagner le client pour s'assurer d'avoir des entrepreneurs de qualité, puis de faire les tests. Tout ça. On fait ça autant pour l'amiante que pour la moisissure, là, être capable de faire le suivi de chantier, puis tout ça. On a une question de Al qui demande est-ce que vous traitez l'oc ferreuse aussi? Si tu peux expliquer aux gens, c'est quoi l'oc ferreuse? L'oc ferreuse, c'est l'ocre ferreuse, c'est l'eau qui est autour de la maison qui va en présence de fer puis de certaines bactéries. Ça va faire que l'eau va devenir un peu comme visqueuse. Ça va faire une glu, si on peut dire. Donc, ça va colmater les drains extérieurs. Puis parce que ça colmate les drains extérieurs, ça va faire entrer de l'eau à l'intérieur. Donc, souvent, on va voir les maisons où il y a eu de l'oc ferreux à l'extérieur, on va voir de l'eau qui rentre, mais l'eau, elle va être brunâtre. Puis là, ben, ça fait plus peur parce que l'eau est brunâtre. Mais en fait, l'oc ferreux comme tel n'est pas dangereux pour nous, mais il va être dangereux pour le bâtiment parce qu'il va permettre à l'eau de rentrer. Donc, on ne va pas faire le traitement, mais si on voit des conditions que de l'oc ferreux, on va pouvoir le mentionner, puis
on est en mesure de donner des recommandations, mais c'est sûr que c'est toujours à vérifier là, quand on fait vérifier le drain et tout ça, s'assurer qu'il n'y a pas d'ochrérus, surtout dans il y a des secteurs plus à risque, là, donc c'est important là, pour pas qu'il y ait d'entrée. Si vous avez des questions, c'est le temps, les amis, de les poser. Je vois qu'il y en a plusieurs qui rentrent. Steven qui demande, si nous autres, on n'est pas capable de savoir quel type de moisissure que c'est, est-ce que vous autres, à l'œil nu, vous êtes capable ou vous avez absolument besoin d'un test d'air pour le savoir? Pour déterminer le type de moisissure, pour avoir un test de laboratoire, ce n'est pas nécessairement un test d'air, mais ça va être un test de surface. C'est sûr que si on a beaucoup de moisissures sur des surfaces, peu importe la sorte de moisissure que c'est, il faut les éliminer. Donc, on ne peut pas laisser une moisissure en disant celle-là n'est pas dangereuse. Donc, aussitôt qu'on a de la moisissure sur une surface, on va devoir l'éliminer. Donc, jusqu'à un certain point, on n'est pas toujours obligé de faire des prélèvements pour vérifier quel type de moisissure que c'est. Mais des fois, ça va donner un bon indice. Puis aussi, c'est qu'on voit des fois des faux positifs ou des faux négatifs, dans le sens qu'on voit des fois des rapports d'inspecteurs qui vont écrire on a de la moisissure un peu partout sur les surfaces. Puis finalement, quand on y va, on se dit ben non, c'est de l'efflorescence sur le béton. Donc, des choses comme ça. Donc, avoir un avis autre. On a vu aussi des fois, c'était de la suie. Il y avait eu un feu, puis il y avait, le propriétaire ne l'avait pas dit. Il y avait du noir sur les surfaces, puis l'inspecteur avait dit qu'il y avait de la moisissure, mais c'était de la suie. Donc, l'analyse, des fois, ça peut aider. On a François qui demande, est-ce que vous détectez aussi le radon? Oui, ben le radon, c'est un peu, je ne sais pas si c'est tout le monde qui connaît ça, mais le radon, on peut faire les mesures pour ça. Puis ce qu'il y a comme caractéristique, c'est que c'est un gaz qui est radioactif, qui est plus lourd que l'air, qui va s'accumuler dans les bâtiments. Puis, il n'y a aucune odeur, aucun symptôme à court terme. Par contre, à long terme, par exemple, à 20 ans d'exposition, ben, l'incidence pour le cancer du poumon est presque la même chose que la cigarette. Donc, oui, c'est important de vérifier le radon, surtout quand il y a des chambres dans le sous-sol où, de ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui travaillent de chez eux là, avec un bureau dans le sous-sol. Donc, c'est des tests, nous, on préconise les tests qui vont durer 90 jours. Donc, on installe l'équipement, puis c'est 90 jours plus tard qu'on peut l'enlever. Donc, c'est la bonne période pour installer les tests de radon. Donc, on installe ça dans les sous-sols ou dans le premier... c'est pas tellement dispendieux, ça, les tests de radon, là. Non, pas du tout. Là. On s'en sort en bas de 100 $ pour quelques tests. Oui. Moi, j'ai acheté un détecteur électronique de radon et dans mon sous-sol, fait qu'à chaque jour, quand je passe à côté, je le regarde. Hier, il était à 129 becquerels par mètre cube. Mais est-ce que c'est un bon lecteur? J'ai aucune espèce d'idée. Mais je sais que durant l'été, il descend. Durant l'hiver, je peux monter jusqu'à 179, 180. Après ça, il redescend. Oui, c'est ça. Je ne connais pas beaucoup ces appareils-là. Nous autres, on fait le test sur 90 jours, là, le test en laboratoire. Avec la lamelle, ça donne une bonne idée. Là. On a Lise qui demande, j'ai l'intérêt avec un immeuble à toit plat, mais il y a beaucoup de gens qui me font peur. Mon beau-frère me fait peur, puis il me dit que je vais avoir plein de moisissures dans l'immeuble à cause de champignons, à cause que c'est un toit plat, puis des fois, il y a de l'eau qui reste sur le dessus. Est-ce que j'ai raison d'avoir peur? Je vous dirais que tout type de bâtiment peut finir par avoir des moisissures. J'ai vu des bâtiments neufs qui en avaient, mais c'est sûr que les toits plats, il faut vérifier l'historique, puis s'il y a accès à l'entretoit, puis tout ça. Mais il y a toutes sortes de bâtiments peuvent avoir des problématiques, là, mais en effet, ça arrive quand même souvent qu'il y a des problématiques au niveau du toit plat, mais je pense pas que c'est nécessairement obligé de... Moi non plus. Si le toit est en bonne condition, le toit est fait pour ça. Là. Ça veut dire qu'il y aurait quasiment 100% des immeubles commerciaux qui seraient tous affectés de moisissures. Ils sont quasiment tous à toit plat. C'est sûr que c'est plus souvent quand il y a, par exemple, des toits sandwich. C'est un toit plat, mais qui n'a pas d'entretoit. Puis, par exemple, des toits cathédrales, puis tout ça. C'est plus là qu'on a vu des problématiques là, que le fait que le toit soit plat. OK. On a Salim qui demande une propriété qui a été décontaminée, qu'on remet sur le marché.
est-ce que l'acheteur doit se fier au rapport de moins de 3 mois de l'expert du côté du vendeur ou il a le droit de demander une nouvelle inspection? Bien, je pense que l'acheteur peut toujours se faire lui-même son inspection, là, mais si le test a été fait dans les règles de l'art après travaux, puis qui a été fait par quelqu'un d'indépendant, que ce n'est pas l'entrepreneur ou qui a fait le travail puis qui certifie lui-même son travail, à ce moment-là, habituellement, ça devrait être bon. C'est sûr que tout dépend tout le temps du contexte aussi, là, s'il y a eu l'ampleur et tout ça là, des travaux. Mais d'habitude, un test qui a été fait il y a 3 mois, on devrait avoir des conditions similaires. Là, si ça a été bien fait, là, ça devrait être faut être sûr que c'est bien fait. On a plusieurs personnes qui parlent comment on fait pour nettoyer les surfaces de petites moisissures. Est-ce que c'est vrai que l'eau de Javel, c'est pas efficace? En fait, c'est que l'eau de Javel, il peut avoir certaines réactions avec les moisissures qu'on ne veut pas. Puis, il y a souvent plus d'effets négatifs que de positifs sur l'eau de Javel, par exemple, pour les vapeurs, puis tout ça. Puis, il y a certaines moisissures qu'en contact avec l'eau de Javel, il peut y avoir des vapeurs de plus qui vont être nocives. Donc, il y a plusieurs produits sur le marché qui sont meilleurs que l'eau de Javel. Là. Je vous dirais qu'il y a plusieurs produits qui sont vraiment pour la moisissure. Donc, même de nettoyer avec du TSP, là, le bon vieux TSP. Oui. C'est un dégraissant, ça va souvent être suffisant là, pour nettoyer. Mais tu sais, peu importe le produit qui est utilisé, ce qui va être important, ça va être de frotter les surfaces. On ne peut pas juste asperger un produit puis le laisser là. C'est dans les cas extrêmes, on peut, là, si c'est dans le fin fond de l'entretoit puis qu'on n'a pas accès. Par contre, nous, on recommande toujours de frotter. Puis, ce qui est important, c'est que, par exemple, ça va être la surface. Si on a du béton qui a de la moisissure, ben c'est correct de frotter les surfaces. Mais si, par exemple, on a du gyps qui est moisi, ben le gyps qui est moisi, si c'est en surface de la peinture, puis qu'on passe un linge, puis que ça ne revient jamais, ça, c'est correct. Mais si ça revient tout le temps, ou si ça l'a passé, si, mettons, le gyps n'est pas peinturé, puis qu'il y a de la moisissure, ça, c'est impossible à nettoyer. Il faut vraiment remplacer. C'est ça. Okay. Les matériaux poreux, il faut au moins enlever 2 pieds plus loin que où il y a de la moisissure. Donc, c'est vraiment... des fois, ça peut être des grandes ouvertures quand même. On a Riri qui demande, est-ce que ça arrive aussi des problèmes avec l'air dans les constructions neuves? Oui, on a quand même des fois des constructions neuves qui ont des problèmes avec l'air. C'est sûr qu'on n'est pas là tout le long de la construction. Donc, il y a des matériaux qui peuvent être installés neufs, puis qui ont passé l'hiver dans le cour à bois, puis qui ont des taches déjà de moisissure. Oui, oui. Donc, des fois, justement, ça vaut la peine si vous faites construire de regarder un peu l'état des matériaux pendant la construction, parce que si vous ne regardez pas, ben, des fois, on se fait passer des matériaux qui ne sont peut-être pas de bonne qualité. Puis, par la suite, j'ai déjà eu un cas où c'était plusieurs étages, puis qui ont eu un dégât d'eau, puis que l'assureur ne voulait pas payer parce qu'il disait qu'il y avait de la moisissure partout déjà, puis que ce n'était pas relié au dégât d'eau. Puis finalement, quand on était allé, on avait fait une expertise, on s'était rendu compte que le bois il avait tout été installé comme ça, moisi. Donc, c'était vraiment grave parce que c'était un gros dégât d'eau qui affectait plusieurs logements, mais il y avait un litige important à ce niveau-là. Il fallait démontrer si c'était là avant ou non, etc. Donc, c'est important de ne pas se fier au fait que c'est neuf, malheureusement. OK, excellent. On a une autre question qui est rentrée. Linda Lemelin qui demande, pourrais-tu nous expliquer les nouvelles normes, s'il y a des nouvelles normes concernant la vermiculite, qui est de l'amiante à l'intérieur d'un minerai, de isolant? Un inspecteur m'a dit qu'on ne pouvait plus faire les tests nous-mêmes. Est-ce vrai? Moi, je n'ai pas vu ça passer comme norme. Par contre, c'est quand même une bonne pratique, dans le sens que moi, j'ai vu des fois des litiges que la personne, si on fait l'échantillonnage nous-mêmes pour notre maison, puis qu'il n'y en a pas, mais que là, advenant le cas, là, ça m'est arrivé récemment, quelqu'un qui nous avait envoyé un échantillon, puis que c'était beau, puis que finalement, ben, il a voulu vendre sa maison, puis l'acheteur a fait les tests, puis il en a trouvé. Puis finalement, c'était pas de la mauvaise volonté, mais quand j'ai parlé avec la personne, nous, on donne un protocole, c'est important parce que
faut aller chercher la petite poussière dans le fond. La vermiculite, dans le fond, l'amiante n'est pas dans les petites granules, elle est dans la petite poussière qui est dans le fond. Donc, il faut vraiment aller gratter avec une cuillère pour aller recueillir cette poussière-là. Donc, si la personne ne le fait pas correctement, on peut passer à côté d'une contamination. Donc, le fait de le faire faire à l'externe, d'engager quelqu'un pour le faire, bien, vous avez la garantie que ça a été fait correctement. C'est peut-être pour ça, il y a souvent des acheteurs qui ne font pas confiance à la personne qui va avoir fait son test lui-même, plutôt que ce soit une norme. En tout cas, je n'ai pas entendu parler de cette norme-là. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de COVID, comment tu vois ça du côté microbiologiste? On va poser une question très, très ouverte, si tu peux en parler, bien sûr. Oui, bien, c'est sûr que le COVID, on avance beaucoup dans la science, hein? On apprend en même temps, on construit l'avion en même temps qu'on est en train de voler. Donc, à la base, toutes les précautions qui avaient été prises, qui ont été prises à cause qu'on ne savait pas trop c'était quel type de virus, puis tout ça. Donc, le virus, plus on en apprend, bien, on se rend compte que justement, il est volatile, il se propage vraiment d'une personne à l'autre. Donc, quand on va, c'est pour ça le 2 mètres, là, tout le monde Oui. 2 mètres, mais c'est que quand on va parler, bien, on va projeter des gouttelettes. Donc, le fait d'avoir des bâtiments, justement, comme dans une maison, c'est plus l'air est recirculé, bien, si on a quelqu'un qui est contaminé, bien, il va avoir plus de chances, justement, que les virus vont rester dans l'air un petit peu plus longtemps autour que si, par exemple, on est dans. Mettons, on a souvent ça comme exemple de ce temps-là. Mettons un centre d'achat. Ben, Oui. le centre d'achat, si tu regardes le nombre de personnes versus toute l'air disponible, la ventilation disponible, ben, ça va diluer rapidement les contaminants. Donc, on a, par exemple, nous, on a des tests qui se font rapidement pour c'est le CO2 qu'on va mesurer. Le CO2, c'est on expire du CO2 Oui. qu'on respire. Oui. Donc, la mesure du niveau de CO2 va être un excellent indicateur du taux de ventilation parce que si il y a beaucoup de CO2 dans l'air, étant donné que c'est les personnes qui sont responsables du CO2 dans l'air, bien, ça veut dire que tous les autres polluants qui sont émis par ces personnes-là, dont le COVID, s'ils sont affectés, bien, vont rester également dans l'air, tandis que quand on a des bâtiments qui sont bien ventilés, le CO2 va être très bas. Donc, on est capable d'éliminer au fur et à mesure les contaminants qui pourraient être générés par quelqu'un de contaminé. Et depuis le début du COVID, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre business ou c'est resté pareil, à part que la distanciation à 2 mètres? Bien, nous, dans nos bureaux chez Envira, on a été très proactifs, justement, d'installer tout de suite, de mettre les masques. Donc, aussitôt qu'on rentre dans le bureau, on met les masques, sauf quand on est assis à notre poste de travail. On a mis des plexiglas dans la salle à dîner pour séparer. On a tous des petits cubicules. On se voit, là, mais on a des petits cubicules dans la salle de bain, d'avoir des plexiglas. Donc, d'essayer d'éviter un peu toutes les contaminations croisées qu'il peut avoir. Puis, on a travaillé beaucoup avec certains de nos clients. On fait de la prévention, justement, au niveau de vérifier pour être sûr pour la qualité d'air, de voir si la ventilation est bonne. Puis, on fait de la gestion aussi de décontamination, de désinfection. On va superviser la désinfection, puis on va s'assurer que tout est bien fait selon les règles de l'art, parce qu'il y a eu beaucoup de... C'est une manne là, de dire on décontamine pour le COVID. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont improvisés comme ça, puis ils vont asperger des choses un peu partout. Donc, nous, on s'assure. Oui, on donne de la formation. Et qu'est-ce que tu vois avec le COVID qui s'en vient dans les prochains mois, la prochaine année? Peux-tu nous faire des prévisions? On est pas loin du temps de Noël, du 1er janvier. C'était quoi tes prévisions 2021? Bien, c'est sûr que je pense qu'on commence à être bon dans les précautions, mais je pense que c'est parce que les gens ils sont tannés, puis je pense qu'on tourne un peu les coins ronds quand on est tanné. Par contre, on voit là, que quand il y a des précautions de base qui sont faites, on voit la différence. Là. Donc, selon moi, ça va diminuer, mais je pense que les méthodes préventives, comme d'exiger de laver les mains ou de porter le masque, tout ça, ben, il y a certaines précautions qui vont peut-être être maintenues là, justement dans les bâtiments là, pour plus que ce genre de choses-là soit aussi problématique. Là.
Exact. Moi aussi, c'est ça que je pense qui va arriver. Hey, si on veut te rejoindre juste avant de terminer, j'aimerais ça vous présenter un peu ma nouvelle salle. Fait que vous voyez, j'ai une super grande salle ici. Et bien sûr, elle est vide à cause de la période qu'on vit présentement de pandémie, mais on va commencer à faire des conférences virtuelles ici pour vous présenter. La salle, ça va être nos soirées de conférences. Comme tantôt, je parlais qu'il y avait une soirée de conférence ce soir à 19h. Ben, ça a lieu sur Internet, bien sûr, sur le Facebook Immopreneur. Fait que gênez-vous pas. Comment on fait pour te rejoindre ou rejoindre ton bureau, Sange? Donc, notre site Internet, c'est www.nvira.com. Donc, N-V-I-R-A. Oui, nvira.com. Est-ce que vous couvrez la grandeur du Québec? Oui, on est partout au Québec. On a des bureaux Montréal, Longueuil, Québec, Saguenay, puis Gatineau. Donc, puis on se déplace partout. Puis nous, on est, là, j'ai parlé du volet qualité d'air. Donc, c'est hygiène, santé, sécurité. On s'occupe aussi d'exposition professionnelle, puis tout ça. Puis, il y a aussi d'autres départements, là, environnement, puis énergie, puis sol et matériaux, donc des tests de sol, par exemple. Donc Excellent. Hey, ça a été super intéressant aujourd'hui. Nick qui dit merci beaucoup, très intéressant et instructif comme conférence aujourd'hui. Fait que merci à toi d'avoir accepté la 45 minutes de conférence avec nous. Et ne manquez pas, la semaine prochaine, mardi prochain, on jase en direct encore de Facebook à 20 heures, à 8 heures le matin, mardi prochain. Fait que je continue quand même mes conférences, même si on est dans le temps de Noël. Fait que manquez pas ça. À la prochaine tout le monde et Solange reste avec moi. Merci beaucoup. Bye! Merci.